poursuit cette discussion de marché avec notre invité en plateau à la mi-journée, Nicolas Chéron, de retour sur les plateaux de télévision. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Vous êtes aujourd'hui stratégiste de marché pour Zone Bourse. Merci beaucoup d'être avec nous Nicolas. Effectivement, les 15 derniers jours ont été intenses avec ce phénomène de hausse, de rotation sectorielle. On est peut-être d'ailleurs encore dedans, dans ce mouvement. Quelle analyse est-ce que vous en faites ? Comment se projette le marché désormais avec l'horizon de temps de court terme et puis la perspective peut-être d'une année 2021 un peu plus normale ? Oui, parce que l'année 2020, il faut le dire, a été extrêmement sportive. Tout sauf normal. Voilà, pour la société, pour les marchés boursiers. Et je pense qu'on a vu des phénomènes se déclencher, forte hausse, forte baisse, rotation sectorielle dans des proportions complètement historiques. Donc peut-être un retour au calme, un retour à la normale, en tous les cas un peu plus de visibilité. Je pense que c'est ce qui bridait les marchés, ce qui les sclérosait un petit peu le mois dernier, cette échéance de l'élection américaine, bien sûr, et puis les chiffres du Covid qui continuaient de grimper. L'élection américaine passée, les news sur les vaccins qui sortent, et puis, comme l'a dit l'intervenant passé, beaucoup de gens en fait focalisent sur les chiffres du Covid qui s'envolent aux États-Unis et qui dépassent maintenant les 150 000 cas par jour. Mais pour les marchés financiers, c'est un non-événement. C'est-à-dire que de par l'ensemble des plans qui sont mis en place par les États dans les différentes zones économiques et les plans de soutien pharaonique, historique des banquiers centraux, l'impact négatif de ce deuxième confinement est complètement compensé par l'afflux monétaire. Donc c'est là où pour l'investisseur c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut réussir à faire fi de ces mauvaises nouvelles sur le plan de la pandémie et de se concentrer sur ce que les marchés, eux, anticipe. Et à l'étude des mouvements de ces 2 dernières semaines, bien évidemment dopé par ces annonces de vaccins qu'on a à peu près tous les lundis vers 12h45. Ouais, 2 fois pour l'instant, on verra lundi prochain, mais oui, effectivement, ça tombe à chaque fois le même jour à la même heure. Et je pense que lundi prochain, tout le monde sera devant les écrans au cas où. Donc on a un retour de l'appétit pour le risque qui est globalisé. Que ce soit en Chine, que ce soit le Nikkei qui retrouve ses niveaux de 1991, que ce soit les indices américains qui inscrivent des nouveaux records ou les indices européens qui ont fait de magnifiques rallyes, 20% sur le CAC 40. Voilà, on a un véritable retour des investisseurs et des gérants. On a eu un record la semaine dernière d'afflux de liquidités sur le marché action, un record de 20 ans. Et généralement, si vous voulez, c'est pas pour faire du trading et sortir ces montants records qui ont été d'ailleurs diffusés à travers l'ensemble des secteurs. Donc c'est quelque chose de puissant. C'est une hausse qui est alors intense, rapide, sans doute que tout le monde n'a pas pu en profiter, mais qui est finalement assez construite, qui est en train de se construire en tout cas. Alors, qui est en train de se construire, il y a une différence entre, par exemple, ce qui s'est passé la semaine dernière et ce début de semaine. C'est que la semaine dernière, vous aviez vraiment les big caps. Donc là, c'était vraiment des flux importants qui devaient aller sur des valeurs extrêmement liquides, des grands fonds d'investissement, je pense, qui sont rentrés à travers la planète, comme je vous le disais avant. Et là, on a les titres de 2e et 3e division qui prennent le relais en ce début de semaine. C'est-à-dire que quand on voit Europcar faire 70% et sortir de l'ornière, Vallourec gagner 50% en quelques séances, Elior, Icade, des valeurs dans l'immobilier, etc. On a eu ce flux vers les big caps, puis vers les moyennes capitalisations. Et sans vouloir aller trop vite en besogne, je dirais que par... un effet de ruissellement. On espère et il se pourrait qu'également les small caps d'ici la fin de l'année, en tous les cas certains dossiers, certains secteurs puissent décaler également. En termes de stratégie de marché, qu'est-ce que ça implique ? Alors sur le court terme et sur le moyen terme, sur l'année 2021, après un tel mouvement, alors qui est en train de se construire, vous dites Nicolas, enfin, on comprend l'enthousiasme du marché avec l'annonce de l'efficacité de vaccins qui change le scénario central de 2021 ou qui renforce l'idée que la pandémie pourra prendre fin à un moment. Et en même temps, on s'interroge sur la soutenabilité d'un tel mouvement de marché sur les prochains jours ou les prochaines semaines.
Ah oui, alors il est sûr que gagner 20% de plus et retrouver nos plus hauts annuels serait bien trop euphorique, voire dangereux. Donc il vaut mieux ne pas l'espérer. Il vaut mieux espérer une hausse construite. Et il se pourrait très bien que, sauf annonce particulière, cette semaine soit une semaine de consolidation, de digestion. On va voir des prises de bénéfices s'opérer sur des dossiers qui sont peut-être allés un peu trop vite. Je pense peut-être à tous les gros dossiers qui étaient impactés par le Covid. Quand ADP, vous voyez, ou Air France, ou Airbus... C'est pas demain la veille encore que l'activité va reprendre dans certains secteurs, qu'on va faire voler des avions et que le tourisme va repartir de l'avant. On va avoir quand même une période de 6 à 9 mois devant nous là, qui va être un petit peu complexe. On va avoir des dossiers dans ces secteurs-là qui vont peut-être avoir besoin de se refinancer, de faire des augmentations de capital. Donc il va falloir être un petit peu prudent sur ces choses-là. Mais comme je vous le disais, sur les valeurs moyennes, sur encore certains secteurs qui n'auraient pas décalé ou sur des petits dossiers délaissés, il va y avoir du rattrapage. Bon, justement, là, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille pour ceux qui ont observé, constaté ce mouvement, est-ce qu'il est encore temps de rentrer dans le marché? Et si oui, à travers quel secteur, à travers quel type de dossier là? Qu'est-ce qu'on a envie, si on essaye de faire un peu de discrimination, voire de sélection, Nicolas, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir en portefeuille? Alors, je dirais que ça dépend du profil de l'investisseur en question. Depuis 2 semaines, pour ceux qui font du trading, c'est vraiment une cour d'école et c'est vraiment un marché extrêmement dynamique avec des opportunités quotidiennes, mais encore faut-il être extrêmement agile et savoir sauter d'un secteur à l'autre, d'une valeur à l'autre, gagner 15%, sortir, etc. Pour l'investisseur... dynamique mais moyen terme, et je dirais que chez Zone Bourse c'est aussi notre optique. On est dans une optique d'investissement où on cherche de la visibilité, de la solidité. Parce qu'il ne faut pas oublier que la capitalisation boursière mondiale vient de passer de 60 000 milliards à 95 000 milliards. On est de nouveau sur des records historiques. Donc certes, on a recouvré notre trend de long terme, mais plus on va arriver sur des niveaux de valorisation élevés et sur des niveaux de prix élevés, plus il va falloir être sélectif. Donc, nous, on a fait le choix de se focaliser sur les méga trends. Et vous l'avez vu hier, il y a eu l'annonce d'un deal entre 15 grands pays d'Asie, Chine compris. Donc on parle de 30% du PIB de la planète et de 30% de la population de la planète. Et ces pays-là se sont dit, bon, il est temps maintenant qu'on ait des accords et qu'on fasse qu'on s'organise entre nous et qu'on s'organise autour de la Chine, accord de libre-échange commercial, sans les États-Unis évidemment. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui pour nous va être porteur pour les trimestres et les années à venir. Et ça aide 2 secteurs qu'on aime particulièrement bien. D'une part, un secteur qui est en train de se reprendre, les matériaux de base. On a vu notamment les matières premières se reprendre, et notamment le cuivre, qui est en quelque sorte un proxy de l'espoir de la croissance mondiale pour les trimestres à venir. Donc on aime bien par exemple Aurubis, qui est je ne connaissais moi-même pas cette société qu'on a réussi à scanner dans nos screeners en regardant les 95 000 sociétés cotées sur la planète. Et donc c'est le leader européen du cuivre. Ah oui. C'est pas en Chine, c'est en Europe. Non, et ça profite évidemment de l'Asie, bien sûr. De ce développement de la Chine, de l'Asie, qui est très grande consommatrice de cuivre. Et donc, pour jouer ce méga trend asiatique et cette croissance espérée en Chine l'année prochaine, eh bien, c'est un moyen, via les matériaux de base, les matières premières ou peut-être des producteurs, de se placer. Et il y a un deuxième secteur qu'on aime également, secteur défensif quand tout se passe mal, mais offensif quand la croissance et les marchés montent, c'est les semi-conducteurs. Voilà, donc ça va être... Et là, on a de la valeur en France. On pense notamment à ST Microelectronics, on pense à SML, à SM, qui sont cotés en Europe. Et voilà, là, il y a de la croissance. On est certain que c'est des dossiers de qualité. Et avec ce qui se passe déjà et ce qui va se passer en Asie, on pense que ce sera aussi un des grands gagnants pour les trimestres à venir. Bon, semi-conducteurs et matériaux de base à travers le cuivre. Et comment s'appelle Aurubis, cette société qui est cotée en Europe ou ça en Europe, Allemagne. En Allemagne précisément, Nicolas. Je voulais qu'on termine, il nous reste 2 minutes peut-être pour
Que vous inspire l'arrivée de Tesla au sein du S&P 500? Ça y est, ça a été confirmé. Il y avait une première déception au début de l'été. Je crois qu'on attendait déjà que Tesla intègre le S&P 500. Ça ne s'était pas fait à ce moment-là. Ça va se faire le 21 décembre prochain. Ce sera la plus grosse entrée de l'histoire pour une société au sein de l'indice S&P 500. Je pense que il y avait les dubitatifs et puis les extrêmement positifs sur Elon Musk et Tesla. Et je pense que là... Est-ce que les deux se sont réconciliés d'une certaine manière? Il conviendrait, non pas de devenir euphorique, bien évidemment, et de dire qu'il faut se ruer dessus, mais de dire que c'est quand même une aventure qui est extrêmement belle. Les cours de Tesla sont tirés, puis pas que par les grands investisseurs, même tous les petits investisseurs, les fameux Robin Hooders aux États-Unis sont tous sur le dossier. On a vu hier soir, donc après l'annonce, qu'elle était en préouverture à plus 13, plus 14%. Elle devrait donc rapidement approcher de ses plus hauts historiques et je ne serais pas étonné que dans les conditions de marché actuelles, elle les retrouve, voire potentiellement les dépasse. Donc... Bon, plutôt une bonne nouvelle pour les actionnaires de Tesla. C'est une forme quand même d'institutionnalisation pour Tesla, d'intégrer un indice aussi réputé que le S&P 500, qui est le baromètre des marchés boursiers de la planète. Certains pensaient qu'elle aurait peut-être des difficultés à venir, etc. Et là, on est en train de comprendre qu'on va devoir prendre en considération ce player pour peut-être les décennies à venir. Il est installé dans le paysage industriel pour longtemps et dans le paysage boursier. Ça, c'est une certitude également après un parcours de 400% cette année pour le titre Tesla. Il nous reste 30 secondes, mais vous reviendrez. On reparlera des cryptoactifs et du Bitcoin notamment, mais qui sera là aussi un des grands gagnants de l'année. C'est un actif qui a d'ailleurs très bien performé et surperformé dans la phase de hausse du marché. Quel statut on confère au Bitcoin aujourd'hui, Nicolas? Alors, en 30 secondes, changement d'état d'esprit. Il y a un changement d'état d'esprit qui s'est opéré ces 2 dernières années, je pense. On avait une instabilité, une volatilité qui était très forte et qui, je pense, resteront très fortes. Simplement, depuis que PayPal, notamment, a dit qu'ils allaient accepter le Bitcoin, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Il y a des grandes sociétés américaines qui ont décidé de placer leur trésorerie en Bitcoin. Il y a une tendance qui est extrêmement positive, que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme. On se dirige potentiellement vers les plus hauts historiques, qui sont proches des 20 000 $. Et ce que je vous disais avant cette émission, c'est que contrairement à des actions, contrairement à des matières premières, sur le Bitcoin, il n'y a pas de plafond. C'est un nombre fini, on le sait. Et 21 millions de Bitcoin en circulation. Et c'est un actif, si vous voulez, où je suis très curieux de voir ce qui se passera d'ici 10 ans, mais je ne serais pas étonné qu'on dépasse les plus hauts historiques. Merci beaucoup Nicolas. Merci d'avoir été avec nous. Nicolas Chéron, stratégiste de marché pour Zone Bourse, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir à 18h30 en direct.